Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce mercredi matin est Guillaume Offray. Il est président de Renaissance Morbihan. Il est également conseiller municipal à Vannes. Et il a fait la route pour être avec nous ce matin. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour Stéphane. On va parler de politique ce matin et vous me voyez venir, j'imagine, puisque je le disais en commençant, vous faites partie de la formation du président de la République. Il s'est exprimé hier soir, il s'est longuement exprimé chez nos confrères de TF1. Il a répondu, en tout cas il a essayé de répondre aux interrogations des Français. Alors quand on lit un peu les commentaires ce matin, quand on débriefe comme l'on dit en bon français, on a l'impression qu'il a apporté une grande analyse, mais on n'a pas vu surgir de grandes propositions. Alors, vous allez me démentir, ou là, vous allez peut-être dire que je suis passé à côté. Non, peut-être que, en effet, vous êtes un peu exigeant d'un président qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, il peut faire des propositions sur les référendums, ce qu'il a fait. Après, ces référendums méritent d'être peut-être précisés, et c'est ce qui va se faire. Mais je pense que c'est bien de se donner le temps pour ces projets-là. Et puis ensuite, on a un gouvernement avec François Bayrou en tant que Premier ministre. On a un Parlement, et aujourd'hui, c'est plutôt eux qui ont la main. Et je trouve ça assez sain d'avoir un président qui est humble par rapport à cette situation et qui ne va pas imposer des choses qui seront ensuite déceptives, parce que ce n'est pas lui qui a la main aujourd'hui, c'est le Parlement. Alors il s'est exprimé sur la réforme des retraites. Il a dit qu'il ne bougerait pas, qu'il n'y aurait pas d'abrogation de la réforme des retraites. On a vu cette forme de passe d'armes avec Sophie Binet de la CGT qui était présente sur le plateau de TF1. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une petite inflexion sur les retraites pour essayer de coller à la demande sociale aujourd'hui? Alors, il me semble que, à la fois pendant la négociation sur la réforme des retraites, il y a un certain nombre d'inflexions qui ont été portées par rapport au projet initial qui avait été souhaité par le gouvernement. Et puis, la conférence sociale qui a été lancée par François Bayrou a aussi permis aux partenaires sociaux d'évoquer des avancées. Ensuite, est-ce que c'est au président de passer outre ces négociations sociales? Je crois pas. Et puis, il faut remettre aussi en perspective le fait que cette réforme repose sur un équilibre économique assez fragile. Et donc l'idée, c'est pas de réouvrir la boîte de Pandore avec du coup là aussi probablement beaucoup de déceptions. Je pense que ce sujet est aujourd'hui derrière nous, il faut avancer. On sait qu'aujourd'hui les retraites font partie de peut-être les plus grosses dépenses de notre système social. On sait que nous avons un sujet, peut-être que cette réponse n'était pas optimale, c'était peut-être pas la meilleure, mais en tout cas elle avance et je pense dans le bon sens. Alors on verra la suite maintenant, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires autour des syndicats par exemple, ou des partenaires sociaux comme l'on dit, sachant que le fameux conclave n'est pas fini, il y a encore des choses qui peuvent en sortir. Écoutez, moi je le souhaite. Après, la balle est du côté des partenaires sociaux. Donc nous allons voir, mais je ne veux pas non plus nous avancer trop dans ce qui pourrait être négocié entre les partenaires sociaux. Alors il y a eu aussi une autre annonce qui a... peut-être surpris, on pourrait le dire comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité en France, qu'il y a une grande surpopulation dans les prisons. On a entendu Emmanuel Macron proposer peut-être de louer des places de prison à l'étranger pour pouvoir essayer de désengorger justement les prisons françaises. Après l'annonce de Gérald Darmanin qui, lui, de son côté, voudrait que les détenus paient leur passage en prison finalement. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de possible ? Et est-ce que surtout c'est quelque chose de faisable? Alors, possible, faisable. Écoutez, moi je suis pas un expert juridique, donc je sais pas, je pourrais pas vous répondre sur voilà l'état du droit. Par contre, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Il faut regarder l'état de nos prisons aujourd'hui, avec une surpopulation carcérale qui en dit long sur notre humanité et qui pèse du coup aussi un vrai risque sur la récidive des gens qui vont dans des prisons dans des conditions qui sont vraiment terribles et qui aussi amènent les juges parfois à donner des peines qui peuvent être peut-être plus douces que celles qu'ils auraient aimé donner, parce qu'ils savent que derrière il y a une surpopulation carcérale. Donc toutes les solutions sont bonnes à prendre, sachant qu'aujourd'hui, pour construire des prisons, il y en a plusieurs qui sont en projet, ça prend du temps, 7, 8 ans, et donc je trouve ça très intéressant qu'on aille chercher toutes les propositions possibles. Après, on verra comment est-ce qu'on rend ça faisable.
Alors, il y a eu aussi toute une expression du président de la République autour de sujets sociétaux. Alors là, on balaye un petit peu cette interview, et particulièrement sur un sujet sensible qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, à savoir la fin de vie, avec deux textes. L'un qui est plus orienté soins palliatifs, l'autre qui serait plus sur le suicide assisté. On a vu un président de la République vouloir faire en sorte que le débat se passe en tout cas dans la dignité. C'est une question très philosophique finalement, la fin de vie. Tout à fait. On voit que ça transcende les clivages politiques. On voit que on a besoin de recul, et je pense qu'on se l'est en partie donné, parce que ce sujet, il est maintenant dans le débat public depuis plusieurs années, et c'est bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi important qu'on puisse avancer sur ce sujet. Et avancer, ça veut dire qu'on puisse déjà peut-être le donner à notre représentation nationale et de voir de quel côté la pièce tombe, et les débats avancent. Parce que les débats font aussi évoluer les textes, et c'est très bien comme ça, pour qu'on puisse trouver un équilibre qui soit le plus juste possible, ou au contraire, peut-être que nous décidions de ne pas avancer. Et ça, ce sera la représentation nationale de le décider. Il y a une inquiétude des Français autour de la fin de vie. Il y a une peur, évidemment, de cette souffrance en fin de vie. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas, justement, comme vous le disiez, avoir cet équilibre et laisser la porte grande ouverte pour que la réflexion soit plus philosophique, peut-être plus collective aussi. Est-ce que ça peut faire tenir l'objet d'un référendum? Ça m'amène sur les référendums, justement. Alors oui, ça a été évoqué par le président de la République hier soir, sur le fait que si le débat venait à s'enliser au sein de la représentation nationale, et on sait qu'il y a une tentation de la part de certains parlementaires à faire durer les débats. On l'a déjà vu sur le premier texte, sur les soins palliatifs, et où à se saisir de ce débat pour le politiser, et bien dans ce cas, le référendum est une solution possible. Moi, je regretterais qu'on arrive à là, parce que ça voudrait dire que ce serait l'échec de nos débats parlementaires, et je tiens beaucoup à nos débats, parce que je pense que le Parlement a un rôle très important à jouer dans ce type de débat pour justement trouver un équilibre. Maintenant, voilà, si certains veulent jouer le jeu de la montre, eh bien, c'est bien de montrer qu'il y a d'autres solutions pour faire avancer le débat. Pour moi, ce n'est pas la plus optimale. Le président de la République a voulu quand même favoriser l'expression des Français en disant il y aura prochainement des référendums. Alors, a priori, sur des questions économiques, sociales. On parle aussi de questions éducatives. On a évoqué la sécurité tout à l'heure. On voit qu'on a une société très fracturée, une société qui devient de plus en plus violente, où beaucoup de jeunes sombrent malheureusement dans la délinquance. Là aussi, il y a un sujet de société ou des sujets de société qui doivent associer les Français aux décisions. Oui, je trouve que la pratique du référendum est intéressante dans le moment de crise démocratique que nous vivons, où nous voyons que la participation aux élections diminue, qu'il y a une forme de méfiance envers la classe politique en général. On parle de rejet parfois. De rejet, mais bien sûr, sur lesquels il y a le côté tous pourris, le fait que la montée des extrêmes montre que voilà, les gens sont un peu agacés de leur politique, qui trouvent qu'ils sont pas à la hauteur, et malheureusement, c'est vrai qu'il y a certaines fois où nous pouvons donner cette impression-là. Par contre, moi, je m'inscris en faux quand vous dites, oui, la société devient beaucoup plus violente. Lorsqu'on regarde, c'est vrai que lorsqu'on regarde juste par rapport aux quelques dernières années, on voit qu'il y a des choses qui se passent, ne serait-ce que dans notre région, en Bretagne, qui ne se passaient pas avant. On pense aux fusillades. On va y venir tout à l'heure. Néanmoins, lorsqu'on regarde ce qui se passait dans les années 70 ou 60, le pays était bien plus dangereux en termes de fusillades, de meurtres, de vols à main armée que ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait des gangs, il y avait des mafias qui étaient très présentes. Donc, c'est peut-être une forme de retour, mais à quelque chose qu'on a déjà connu. Il faut, voilà. Donc, ça prospère finalement cette violence, si vous le voulez, sur un ressenti général du pays qui va pas forcément très bien aujourd'hui. Oui, mais moi j'entends ça, mais je pense qu'il faut aussi peut-être prendre un pas de recul sur ça et de regarder que oui, il y a des choses qui vont pas dans le bon sens, et vous avez raison de mentionner la sécurité, le trafic de drogue, où très clairement on a un point noir là-dessus, mais il y a aussi d'autres choses qui vont très bien, et donc je dresser un portrait du pays qui serait dans la catastrophe, la décadence la plus totale. C'est pas le but, hein. Voilà, je crois que j'aimerais m'inscrire en faux par rapport à ça, parce qu'il y a une forme de pessimisme ambiant que je trouve un peu désagréable, et qui nourrit finalement aussi la méfiance qu'on a envers les politiques, dont on a l'impression qu'ils sont totalement incompétents et même impuissants face à tous les effets de ce monde. Et quand
le président l'a dit hier soir, on est sorti du chômage de masse. Ce qui est quelque chose qui faisait 35 ans, 40 ans qu'on était dans un chômage autour de 10%. On est sorti de ça. L'emploi industriel, avec la chute de l'emploi industriel, on est sorti de ça aussi. On a réussi à créer des emplois industriels alors qu'on disait maintenant avec la mondialisation c'est fini, la France ne fera plus jamais d'ouvriers et d'emplois industriels. Eh bien non, on a réussi à en sortir. Donc il y a des choses positives dans ce pays. Et pareil sur la santé, puisqu'on dit la santé, c'est vrai, ça va mal. Mais en même temps, on n'a jamais autant soigné dans ce pays. On n'a jamais eu autant de personnes qui vont dans les hôpitaux. Donc oui, c'est difficile parce qu'il y a toujours plus de besoins. Et en même temps, il faut qu'on s'adapte aux nouveaux besoins. C'est sûr que c'est difficile, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi dans ce pays. Alors, on va pas dresser un tableau évidemment noir, mais c'est vrai que on a quand même une accumulation de quelques nuages. On le voit au niveau géopolitique avec les prises de position de Donald Trump qui met une pression sur l'économie européenne, mondiale plus largement, et française évidemment. On a quand même quelques sites industriels qui ferment, là aussi contraints par l'économie mondiale, un changement géopolitique. Et puis on a cette guerre en Ukraine. Il en a été question dans l'intervention du président de la République, qui a fait les yeux noirs et qui se fâche quand même un petit peu plus avec Vladimir Poutine en disant voilà, maintenant il va falloir passer au concret. Est-ce que c'est une bonne chose de continuer à garder le dialogue finalement avec la Russie, avec Poutine, mais en même temps de fixer les règles? Écoutez, j'espère qu'à un moment donné, on en viendra aux négociations et à la table des négociations pour discuter de la paix en Ukraine. On va pas faire une guerre qui va, j'espère, en tout cas pour les 15-20 prochaines années. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme de mauvaise volonté de la part des Russes, et donc de mettre la pression sur la Russie, évidemment. Que le président se fâche, je crois que ça fait maintenant plusieurs années qu'il se fâche. On voit ce jeu un peu diplomatique entre la Russie, et la Russie se fâche avec nous aussi. Et je dirais même qu'elle va plus loin, puisque il y a des attaques un peu cachées du pays à travers des fausses informations qui sont diffusées. Et encore tout récemment sur l'histoire du sachet de drogue, qui était en fait un petit mouchoir. Justement, on a vu cette fake news. Alors c'est bien que vous en parliez, parce qu'on peut s'y arrêter quelques secondes. On a vu cette fake news circuler sur tous les réseaux. Et fake news qui a été relayé par beaucoup de sites complotistes particulièrement, ce mouchoir, alors voilà, on va pas gloser sur le mouchoir, mais que le président cache évidemment, qui n'est pas très joli dans le décor, hein. Un mouchoir c'est pas très joli sur une table, et tout de suite on a eu cette suspicion de dirigeants politiques, alors le président compris, qui se drogue, qui serait finalement très hors du temps, etc. Ça sert aussi une forme de propagande pour dire que nos sociétés sont, on va dire décadentes, c'est le terme employé par la propagande russe finalement. Oui, ouais, et c'est vrai que ce qui est malheureux, c'est que ça trouve un certain écho dans une partie de la population qui du coup partait du principe que, en effet, notre président, mais pas que, puisque visiblement dans l'histoire des vendus par les Russes, c'est que c'était un sachet de drogue partagé par tous les dirigeants, le dirigeant britannique, le dirigeant allemand. Donc c'est un peu incroyable d'imaginer que ils puissent consommer devant la télé leur petit sachet de drogue, mais ça parle. Et lorsqu'on prouve même que c'est un mouchoir, ils disent ah ben non, mais peut-être que c'était, en fait on le sait pas, ils ont changé l'image. Bref, il y a une forme de méfiance généralisée. On parle même de l'IA qui aurait manipulé l'image. Hein. Mais oui, mais c'est cette histoire, ce qu'elle dit de nos sociétés, c'est terrible, et de ses fragilités aussi. Parce que forcément, on voit que les Russes touchent dans le mille lorsqu'ils arrivent à laisser le doute s'implanter dans une partie de la population. Alors il y a quelques rapports qui sortent, alors sans doute de la volonté aussi de l'exécutif autour de la chose militaire et des attaques russes, y compris un petit peu au-dessus de nos têtes, des satellites qui poursuivent des satellites français, militaires entre autres. Voilà, on voit ces petites, alors quand je dis ces petites histoires, elles peuvent être graves, sortir, et on s'aperçoit finalement on est déjà dans une logique de guerre cybernétique, de guerre technologique, mais de guerre. Oui, en tout cas, c'est une forme de guerre cachée. Moi, je trouve que de mettre des mains rouges sur des habitations d'habitants de Français juifs, je trouve que ça en dit long sur ce qu'on essaye de créer dans le pays, cette suspicion, cette guerre des communautés, réalisée à l'extérieur, de créer ces tensions-là. C'est terrible. C'est terrible, et c'est quelque chose, et ça montre bien que nous sommes dans une certaine forme de conflit larvé avec la Russie aujourd'hui, et qu'il ne faut pas avoir la main qui tremble, à la fois en Ukraine, mais aussi chez nous, bien sûr. Et je crois que ça doit aussi nous interroger sur tous ceux qui défendent justement les positions russes ici.
au-delà de l'idée de défendre la paix, parce que je crois qu'on est tous ici pour la paix, mais de bien comprendre que derrière la défense des positions russes et de son aspect très victimaire, il y a aussi des gens qui se battent en fait contre la France. Alors justement, la France, elle est attaquée de toutes parts. Alors, on a vu qu'on avait été mis un peu sur la touche par les États-Unis. Alors quand je dis on, hein, je parle de la France, mais aussi de l'Europe, qui malgré tout revient dans le jeu de la négociation pour essayer d'obtenir cette paix, voilà, qui n'est pas impossible maintenant en Ukraine. Mais on voit aussi la France qui est attaquée sur la diplomatie. On voit ce qui se passe entre l'Algérie et la France. On n'a pas soldé la guerre d'Algérie finalement, et aujourd'hui on en paie un peu le tribut avec un État algérien qui, voilà, manipule la France finalement pour conserver son pouvoir là-bas. Bon, écoutez, la situation algérienne, en effet, elle est, enfin, voilà, on a l'impression que c'est instrumentalisé un peu des deux côtés d'ailleurs, parce que ici aussi, quand on critique la position du président en disant qu'il se fait manipuler par les Algériens, on a vraiment l'impression que, voilà, il y a une histoire en effet qui n'a pas été soldée, et on comprend, on a une histoire compliquée avec l'Algérie. Oui, l'Algérie n'en fait pas assez sur le retour des OQTF. Il y a une forme de mauvaise volonté. On comprend bien qu'ils essayent de nous faire rentrer dans un jeu historique qui, à mon sens, voilà, ne devrait pas y être. Je souhaite, j'espère que, et je pense que la France est déjà passée dans son ensemble à autre chose. On n'est pas obsédé par l'Algérie au quotidien, fort heureusement. Mais peut-être qu'en Algérie, au vu de certains problèmes, il y a un regard toujours vers la France. Mais voilà, il y a ce qu'on voit dans la presse qui fait la une de l'actualité, et il y a nos échanges commerciaux qui sont quand même extrêmement importants. On se fournit énormément en hydrocarbures en Algérie. Il y a aussi tous ces liens humains, à la fois pour tous les Français d'origine algérienne qui sont comment dire, très forts. Et ces liens-là restent très forts, quelles que soient les polémiques du moment. Et tant mieux. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas de relations plus apaisées, ça c'est sûr. Le président de la République n'a pas été assez ferme, on l'entend de la part de quelques dirigeants politiques, c'est assez transversal d'ailleurs au niveau sensibilité politique. Il n'a pas été assez ferme avec l'Algérie. Il fallait mettre une pression, par exemple, pour faire libérer Boualem Sansal, ou pour éviter les ingérences, comme on a pu les voir sur le territoire français. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la situation par l'Algérie. Plus la France mettra de pression sur l'Algérie, plus l'Algérie aura, dans son jeu, aurait raison de s'y opposer en montrant que la puissance coloniale est en train d'essayer de forcer le jeu de la main de l'Algérie. Donc c'est contre-productif. Toujours cette histoire qui revient. Mais oui, et donc je pense que de critiquer le président, c'est juste rentrer dans le jeu et d'imaginer qu'en fait, en étant plus fort, mais c'est quoi la suite? Si on va envoyer des soldats pour libérer Boualem Sansal? Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut savoir, certes, taper du poing sur la table quand il le faut, mais je pense que c'est totalement inapproprié et contre-productif dans cette situation. D'autant plus quand nous achetons la plupart de nos hydrocarbures en Algérie, ou en tout cas beaucoup. Voilà, donc là encore, place à la diplomatie, à la négociation pour essayer de sortir de cette crise. Tout à fait, mais on le voit bien sur... voilà, il y a certains dans le gouvernement qui ont essayé de taper du poing sur la table, et on a vu à quel point la presse algérienne s'est délectée de cette situation. À Bruno Retailleau, par exemple oui, mais peut-être pas que. Il y en a d'autres qui ont essayé de porter le sujet de manière forte, et on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Parce que voilà, nous sommes dans ce jeu diplomatique et ne rentrons pas dans ce que certains politiques algériens aimeraient nous faire aller, dans ce conflit néocolonial. Je crois que nous, on est au-delà de ça, et essayons d'obtenir la libération de Boualem Sansal. C'est vraiment, en termes d'humanité et d'humanitaire, c'est quelque chose de très urgent. On va rester sur les conflits. Le président de la République s'est exprimé également sur la guerre à Gaza et sur le gouvernement israélien. Il a eu des paroles dures vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Là aussi, le poids de la diplomatie française et peut-être plus largement européenne peut peser pour essayer d'apaiser les choses et ne pas forcément laisser seuls les États-Unis à la manœuvre. Bah, écoutez, je ne sais pas qui arrive à mettre la pression aujourd'hui sur Israël, parce que visiblement l'Europe, et ça fait déjà
plusieurs mois, longs mois, voire même années, qu'on dit à Israël d'arrêter, d'avoir une vision un peu plus humanitaire du conflit, de laisser l'aide rentrer dans Gaza. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une oreille très sourde. On a des politiques israéliens qui font exactement ce qu'ils veulent. Je pense qu'il n'y a que les États-Unis aujourd'hui qui ont la main, parce que c'est eux qui donnent le plus d'armement à Israël, et donc ce sont eux qui sont le plus susceptibles d'obtenir un changement de politique, même si on voit une forme de course en avant des politiques israéliens d'extrême droite. C'est très inquiétant. C'est même dégoûtant de voir ce qui est fait aujourd'hui à Gaza. La situation humanitaire est catastrophique. Je souhaite que l'Union européenne, comme l'a dit le président, se positionne plus fortement. Après, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, nos marges de manœuvre et nos marges de pression ne sont malheureusement pas si élevées que ça. Et c'est très regrettable. Vous voyez, le discours du président de la République a été très fort contre Benyamin Netanyahou. Après, malheureusement, on le sait, ils font un peu ce qu'ils veulent et c'est très regrettable. Mais oui, j'espère qu'il faut peut-être pousser les États-Unis à mettre encore plus la pression sur Israël pour qu'on sorte par le haut de cette situation. Mais ça va être compliqué. Avec aujourd'hui un regain de l'antisémitisme un peu partout en Europe, on le voit ici en France, c'est la conséquence, j'allais dire, visible aussi de ce conflit entre Israël et Gaza. La conséquence, oui, terrible de ça, c'est des amalgames, c'est des conséquences par ailleurs sur l'existence même, on en vient à remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël, on en vient en effet à faire le lien entre Israël égale juif et égale juif de France, et donc comme si tous les juifs étaient pro-Israël. Enfin, c'est une situation terrible que vivent aujourd'hui nos concitoyens juifs. On peut que le regretter. Et plus le conflit dure, plus on sait que ce sera difficile. C'est probablement aussi ce qui est recherché par le gouvernement israélien, c'est que les populations juives d'Europe se sentent le plus mal à l'aise possible là où elles habitent, pour qu'elles viennent habiter en Israël, et qu'il y ait toujours plus de populations juives en Israël. C'est très malsain, et c'est terrible pour nos sociétés. Avec la France insoumise qui a été pointée du doigt. Alors voilà, on a parlé d'antisémitisme, on a parlé d'une forme effectivement d'antisémitisme à gauche. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant? Parce qu'on avait quand même plutôt l'impression que l'antisémitisme n'avait pas sa place à gauche. Il y a un jeu trouble d'une certaine partie de la gauche, c'est sûr. De se draper dans la lutte contre l'extrême droite israélienne et derrière d'accuser Israël, de ne pas condamner ou de le faire du bout des lèvres les agressions contre les Juifs, le fait de faire des marches contre les actes anti-musulmans, et c'est très bien, mais aucune participation aux marches contre l'antisémitisme. Enfin, il y a une forme de poids, de mesure. Il y a certains termes, certains mots qui ont été utilisés, qui sont comme des mots qui sont utilisés par les antisémites, mais qui ne sont pas directement, parce qu'on sait que c'est protégé, évidemment, l'antisémitisme est condamné par la loi. Donc on est sur certains, pas tous, on est vraiment sur ce jeu trouble, oui, et puis évidemment, sur ce jeu sur l'antisionisme, de dire qu'Israël n'a pas le droit d'exister comme État, et en fait ça permet derrière d'accuser les Juifs, ce lobby qui dirigerait tout le pays, c'est de reprendre certains poncifs, certains clichés qui visent une communauté en particulier. C'est terrible, et évidemment ça vient en écho à des mauvais sentiments que partagent certains Français, et il faut le dire, l'antisémitisme est aujourd'hui présent dans notre société et présent aussi dans les prises de parole sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. C'est ça qui est terrible. Voilà, en 80 ans, finalement, on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. J'avais envie... L'histoire revient par écho, et c'est vrai que c'est terrible. On va parler un petit peu de local parce que le temps passe. J'avais envie de vous entendre. On parlait de sécurité tout à l'heure. Ici en Bretagne, on vit évidemment les mêmes problèmes que dans d'autres villes, avec certaines villes. Ici, on pense à Rennes, mais Brest également, et voire Lorient et Vannes, qui sont en proie à des problèmes d'insécurité, de trafic de drogue aujourd'hui. Qu'est-ce que peuvent les élus locaux, qu'est-ce que peuvent les municipalités, les collectivités territoriales face à cette montée du trafic de drogue
drogue, comment l'endiguer, comment prévenir évidemment son extension? Alors déjà, je pense que c'est une problématique qui doit être traitée au niveau de l'État. C'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on se sent dépassé au niveau national. Après, il est évident qu'il y a aussi des outils, des leviers à actionner au niveau local sur une plus forte présence des forces de l'ordre, dans les quartiers notamment, puisque c'est souvent là que sont installés les points de deal, et donc là où l'insécurité est la plus ressentie. C'est d'abord pour moi une problématique de santé publique, c'est-à-dire que ce trafic de drogue qui se répand de manière comme une traînée de poudre dans toute la région, dans toute la Bretagne, c'est d'abord la conséquence de toute cette consommation de drogue dans notre région. Et il faut bien comprendre que plus les gens consomment, plus les conséquences directes, c'est qu'il y a des points de deal, que ces points de deal sont très rentables et que des trafiquants vont venir se battre au prix de balles perdues dans les quartiers pour aller chercher cet argent. On est sur un business parallèle finalement. On est sur un business parallèle qui a des conséquences d'insécurité dans nos quartiers, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent, tout cela, ça a des conséquences très directes sur la qualité de vie des habitants. Et donc, je crois qu'on a vraiment un enjeu de santé publique qui est majeur, c'est comment réduire la consommation, qui est le premier facteur qui permettrait de réduire le trafic. Parce qu'on le voit, aujourd'hui, la réponse uniquement sécuritaire, elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne nulle part en fait. On l'a jamais vu dans tous les pays. On pourrait mettre tous les trafiquants, à chaque fois qu'on coupe des têtes de réseau, elles repoussent par d'autres biais. Il y a malheureusement aussi des têtes de réseau qui se cachent dans d'autres pays étrangers. Et donc en fait, quand on coupe, c'est seulement les cadres moyens, alors que les gros cadres continuent à s'enrichir ailleurs. C'est des enquêtes très longues. Alors évidemment, le volet sécuritaire, il est important. Évidemment, il faut le renforcer, mais ce ne sera pas l'unique solution pour venir à bout de ça. Et en effet, les élus locaux ont un rôle à jouer extrêmement important là-dessus. Voilà, donc affaire à suivre, si vous me permettez. Il nous reste 2 petites minutes, j'aurais voulu vous entendre sur les municipales, parce que j'allais presque dire vous étiez en ordre de marche, vous me pardonnerez le jeu de mots. Mais voilà, ça va arriver vite, les municipales. Comment ça se présente du côté du parti présidentiel, alors qu'on sait que le président est fortement attaqué? Est-ce que ça a finalement une incidence sur la campagne à venir? Écoutez, nous, on est concentrés sur des enjeux locaux. C'est-à-dire que on a envie d'être le plus présent possible. On va essayer de négocier le plus possible avec nos alliés pour avoir des listes de rassemblement et nos alliés et d'élargir. Vous savez, les élections municipales, ce sont d'abord des élections locales de projets. Donc notre étiquette, évidemment, elle compte, mais on va essayer de rassembler d'abord. Donc aujourd'hui, est-ce que cette étiquette présidentielle nous empêche de rassembler? Je ne crois pas. Nous représentons une partie importante de l'électorat et les gens le savent. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer le rassemblement, soit autour de nous, soit dans des équipes déjà en place, et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à porter nos valeurs et nos idées dans ces rassemblements. Avec évidemment toujours le Rassemblement national en embuscade, il progresse ici aussi en Bretagne. Malheureusement, tout à fait. Après, sur des élections locales, aujourd'hui, le Rassemblement national, on l'a vu, est plus en retrait. Je souhaite que ça reste le cas. Nous le verrons. Mais moi je suis vigilant, mais sur ces élections, je suis plus inquiet sur des élections nationales pour le Front National dans notre région. Avec là aussi une progression importante sur des grandes élections, comme l'on dit. Vous serez candidat à Vannes. Allez, je vous pose la question. Moi, je souhaite que aujourd'hui, je suis élu municipal à Vannes. Je souhaite le rester. Aujourd'hui, il y a plusieurs options qui sont discutées. Nous y travaillons toutes. Et en tout cas, ce qui peut être sûr, c'est qu'il faudra compter sur moi, en effet, pour la prochaine élection municipale. Voilà, donc je crois que vous reviendrez au micro de la matinale de Bretagne 5. Guillaume Offray, président de Renaissance Morbihan, conseiller municipal à Vannes, était en direct avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci Stéphane. Très belle journée. Belle journée à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.